Bienvenue à tous pour cette nouvelle rencontre du FI, du Centre de recherche en philosophie. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir une présentation d'Élise Lamy-Rested. Alors Élise est postdoctorante Marie Curie co-found au FI. C'est sa deuxième année déjà, et peut-être certains d'entre nous ont eu le plaisir d'entendre sa présentation il y a plus d'un an maintenant. Et donc Élise travaille dans ce projet en particulier sur le rapport de Derrida, entre autres, à la technique. Une brève présentation, Élise a publié en 2017 aux éditions Quimé un livre qui s'appelle Excès de vie Derrida. Et dernièrement, toujours en lien avec la technique, un article dans la revue La Part de l'œil, qui est consacré à Leroi-Gourhan et qui est intitulé Vie technique et technique de survie, l'homme déformé par les techniques. Et en lien avec son projet, Élise va organiser une journée d'études en collaboration avec Tyler Hagelout, ici même présent, sur la question de la machine inventive. C'est un titre qui est très inspirant. Et puis deux colloques au printemps et puis à l'automne prochain, intitulés Pratique et usage contemporain des philosophies des techniques et diversité des techniques en novembre prochain. On verra si ça sera en présentiel ou en distanciel. Je ne sais pas si vous avez déjà décidé. Alors, en tout cas, aujourd'hui, Élise va présenter un texte qui est intitulé Relier la vie et les techniques, relire le politique à travers les techniques. Merci beaucoup, Élise. C'est à vous. Alors d'abord, je tiens à remercier tout le monde de votre présence et de votre écoute. Il faut que je précise qu'il s'agit en fait d'un projet, initialement un projet CNRS, mais qui peut se recycler. En tout cas, c'est une très bonne manière de structurer ces recherches. Donc c'est un projet qui se projette à 10 ans, 10 ans de recherche. Donc du coup, ça présente les qualités et les défauts de ce genre d'exercice, à savoir peut-être une grande ambition, mais pas forcément les moyens de préciser ces ambitions et de montrer véritablement comment on peut les mener. Mais justement, c'est des discussions et sur 10 ans de recherche, c'est évidemment extrêmement difficile de baliser un terrain et un chemin extrêmement précis et extrêmement clair. Donc, sur ces précautions, je vais donc vous parler de mon projet. Donc, le projet, il part d'un constat. Le développement des techniques à partir de la fin du XVIIe siècle, qui n'a cessé de s'accélérer depuis la révolution industrielle du XIXe siècle et la révolution numérique du XXe siècle, provoque aujourd'hui une double inquiétude, autant écologique que politique. Donc, d'une part, nous faisons face à une situation écologique très préoccupante, appelant des réponses politiques urgentes qu'il semble impossible de concrétiser. Et d'autre part, l'utilisation de plus en plus importante par les gouvernements ou les individus des nouvelles technologies produites par des entreprises privées constitue une menace directe pour les démocraties à différents niveaux, comme celui des libertés individuelles, pour ne prendre qu'un seul exemple. Or, la majorité des réponses philosophiques actuelles se déchirent en fait entre deux interprétations de l'homme opposées et échouent à se coordonner pour offrir une solution à ces problèmes. Donc pour celles qui sont redevables de ce qu'on appelle le dualisme ontologique et de l'idée de l'existence d'une dignité humaine, selon l'expression de Kant, aujourd'hui largement en usage dans la bioéthique, nous devons, c'est un devoir, ne pas réduire l'humain à de simples processus biologico-mécaniques entièrement rationalisables et l'inviter à reprendre la maîtrise des techniques ou des nouvelles technologies dont il est l'inventeur en respectant sa singularité. Tout au contraire, pour celles qui sont redevables de ce qu'on appelle le réductionnisme matérialiste, l'usage politique des techniques et des nouvelles technologies ne doit avoir d'autre but que de maximiser les performances humaines, tout en maintenant le bon fonctionnement de la société, entendu comme un espace de relation entre des êtres sur lesquels il est possible d'avoir un contrôle total grâce à la connaissance de leur identité biologique et au calcul de leur comportement, ce que Foucault appelle la biopolitique, puis plus largement le biopouvoir dans la volonté de savoir. Or, nous supposons que ces deux réponses sont en fait les héritières d'une seule et même tradition philosophique structurellement contradictoire,
qui ne peut que reconduire systématiquement ce conflit en ne trouvant aucune solution viable aux défis que représente aujourd'hui le développement des techniques et des nouvelles technologies. Donc ce projet, il propose de sortir de cette contradiction et de cette tradition aussi en 2 temps. Donc il s'agira tout d'abord de rechercher un autre rapport entre la vie et les techniques, qui ne se fonde ni sur l'idée que l'homme est faiseur des techniques et qu'il échappe pour une part à la vie partagée par tous les autres vivants, ni sur celle d'une vie entièrement réductible à des mécanismes. Et donc nous construirons une pensée de la vie technique, donc ça c'est les axes 1 et 2, dont il s'agira ensuite de penser les conséquences politiques et sociales dans les axes 3 et 4, à travers une notion qui reste à valider, explorer, tenter, de biotechnopolitique, qui est une notion dont il faudra discuter parce que je suppose qu'elle peut éveiller des critiques et des doutes. Donc, dans un premier temps, en fait, je voudrais d'abord accompagner le renversement du paradigme de l'homo faber et du corps machine en parlant de la vie technique, qui est une expression que je reprends évidemment à Leroi-Gourhan. Donc, l'axe 1, qui est partiellement en cours de réalisation, il s'agit en fait de restaurer ou d'instaurer un polyglogue entre Bergson, Leroi-Gourhan, Canguilhem et Derrida. Donc, dans un premier temps, je vais présenter très vite mon projet de thèse et mon projet de postdoctorat que je vous ai présenté de manière plus longue l'année dernière, mais là, je vais revenir de manière très, très synthétique. Donc, le premier axe, en fait, il s'inscrit dans le prolongement de ma thèse de doctorat et de mon postdoctorat. Et en fait, dans le doctorat qui est aujourd'hui publié, j'ai montré comment la fusion de l'intentionnalité husserlienne et de la compulsion de répétition freudienne rend adéquatement compte de la dynamique de ce que Derrida appelle la différence à partir de 1967, à savoir le délai qui retarde l'avènement de la mort comme d'un sens absolu que Derrida identifie à la vie phénoménologique, c'est-à-dire la vie de la conscience comprise comme une idéalité pure et atemporelle. Comme je l'ai développé lors de ma première année de postdoctorat, pour bien comprendre la différence, la technique constitue un point de passage incontournable. Derrida repère ainsi dès 1962, dans son introduction à l'origine de la géométrie de Husserl, le rôle du document écrit pour préserver les idéalités et les transmettre de génération en génération. Donc, en raison de sa dimension matérielle, l'écriture peut en effet se détacher de son géniteur en assurant ainsi la transmission d'un sens sédimenté que le récepteur a pour charge de réactiver ou de répéter en pratiquant la réduction phénoménologique. Donc, cette incorporation du sens dans l'écriture, Husserl l'identifie dans la Crisis à une technicisation. Donc, je lis Husserl. L'extériorisation du sens s'introduit toujours avec l'élaboration technique et l'usage opératoire de la méthode qui comprend en fait aussi la question de l'écriture et de la formule. Autrement dit, l'écriture, ou plus largement la trace matérielle, en tant qu'elle peut être réinventée ou retravaillée en fonction des contextes historiques, est absolument nécessaire à la constitution d'une histoire ou d'une tradition de la philosophie. Pourtant, cette trace matérielle constitue aussi la plus dangereuse menace de la disparition définitive du sens. Son irréductible matérialité est en fait tout autant salvatrice que destructrice. La déconstruction derridienne s'engouffre dans cette contradiction irréductible en ne cessant d'interroger cette trace matérielle qui vient suppléer notre finitude. Donc, en déconstruisant la vie propre au présent vivant, à savoir la vie phénoménologique, Derrida y retrouve la compulsion de répétition thématisée par Freud au-delà du principe de plaisir et sa temporalité de l'après-coup. Parce que l'instant de la mort, donc c'est la plus totale des liaisons, selon Freud, correspond exactement à l'instant de la vie la plus intense possible, donc c'est l'excitation qui arrache la matière à l'inanimé, c'est les spéculations de Freud au-delà du principe de plaisir. Répéter cet instant revient à différer le retour définitif à l'absence de tension propre à l'inorganique, que Freud appelle aussi le nirvana. Or, cette répétition compulsive est aussi celle de la trace matérielle qui est technique, en 2 sens au moins, comme Derrida le précise dans Freud et la scène de l'écriture, que vous trouverez dans l'écriture et la différence. Donc, elle est d'abord technique parce qu'elle comporte une part d'inanimé dans son mode d'être répétitif,
Mais elle est aussi technique parce qu'elle doit rester symbolique, c'est-à-dire malléable et contextuelle. Elle est un espace d'invention sans lequel l'histoire se figerait dans une identité éternelle. Donc la technique chez Derrida, elle devient une déclinaison de la pulsion freudienne. Mais elle n'est pas rabattable sur la pulsion psychanalytique pour autant, parce que Freud la situe à l'interface de l'organique et du psychique. Or, ce qu'on appellera la quasi-pulsion, à la suite de Derrida, la quasi-pulsion derridienne, elle est structurellement technique d'une part, et elle se situe à l'interface du vivant et du non-vivant, de l'animé et du non-animé. À la différence de, chez Freud, on a organique, psychique, mais c'est aussi la pulsion de mort, et donc de l'inanimé. Et du coup, Derrida, il va ressaisir cette dimension de mortalité, de mort, donc de quelque chose qui est aussi inanimé, pour l'articuler avec l'animé. Donc, elle assure la constitution et la déconstruction de chaque singularité tout en l'inscrivant dans l'histoire. Donc, dans De la grammatologie, Derrida est encore plus explicite et il prend en charge cette question sur l'ensemble du texte, comme en témoigne cet extrait que je lis maintenant. Nous croyons qu'un certain type de questions sur le sens et l'origine de l'écriture précède ou au moins se confond avec un certain type de questions sur le sens et l'origine de la technique. Donc, malgré cette lecture, cette interprétation qui m'est évidemment idiomatique de Derrida, il faut quand même rester, disons, honnête et dire que la philosophie derridienne, elle est l'héritière de la phénoménologie husserlienne et de l'ontologie heideggerienne, comme il en va des philosophies de Michel Henry, de Merleau-Ponty, de Patočka, de Maldinet ou encore de Lévinas, pour ne citer que les plus connus, qui forment le contexte dans lequel la philosophie derridienne s'est élaborée et ou développée. Mais dans cet horizon phénoménologique, le statut accordé à la technique par la philosophie derridienne constitue une singularité qui la distingue structurellement de toutes les autres. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de déplacer la philosophie derridienne de son ancrage phénoménologique ou post-phénoménologique pour progressivement la tirer vers une philosophie de la vie. Et je le fais par l'intermédiaire de la question de la compulsion de répétition et de la manière dont Derrida va finalement détourner la pulsion freudienne pour la techniciser et la penser dans son lien avec la technique. Donc ainsi, si Husserl comme Heidegger ont bien vu le caractère irréductible ou essentiel de la technique et son ambivalence, ils l'ont tous deux et toutes leurs héritières ou héritiers à la suite, on peut compter Arendt dedans aussi, ils l'ont réservé à l'homme en reconduisant ainsi, parfois malgré eux, comme c'est le cas de Heidegger, la figure de l'homo faber. Parce que Heidegger, il y a tout un développement que j'avais fait dans mon projet que j'ai dû retirer pour des questions de temps, mais Heidegger, on le sait, il connecte la question de la technique à la question du destin de l'être. Mais en fait, si on lit vraiment Heidegger, le premier, celui qui est le seul capable de répondre à l'appel de l'être, c'est l'homme. Et c'est l'homme qui, finalement, est susceptible de produire ou d'inventer des objets techniques. C'est même surtout même si on revient à l'essence de la technique, qui n'a rien de technique selon Heidegger, et qui est le langage poétique. Bon, je schématise très vite, mais chez Heidegger, je pense qu'on pourrait montrer qu'en réalité, il y a une reconduction de la figure de l'homo faber, en fait. Donc, en lisant Husserl et en le connectant à Freud, Derrida inscrit la technique non seulement dans la genèse de la subjectivité, mais bien plus généralement dans l'histoire de la vie. Dans une perspective derridienne, tout être vivant, qui est en fait un être survivant, est un être technique, non seulement en ce qu'il est marqué par l'inanimé, mais aussi en ce qu'il est toujours déjà inscrit dans l'histoire. Donc l'histoire de la survie est l'histoire de la résistance à la mort. Cette résistance est d'abord résistance de chaque singularité à sa propre mort et à travers soi, au-delà de soi, résistance à la mort de tous les autres vivants. Donc par cette redéfinition structurelle de la technique, la philosophie derridienne s'arrache à son enseignement phénoménologique pour s'intégrer via la psychanalyse freudienne à une pensée de la vie que je définirais comme une vie incarnée qui se traduit dans des vivants toujours en interrelation avec d'autres vivants ou d'autres non-vivants et qui est en devenir. Et dans ce mouvement, parce que la vie c'est du mouvement et c'est du devenir, dans ce mouvement, la vie produit des objets techniques ou adopte des comportements techniques.
les êtres vivants produisent la vie, voilà, produit des objets techniques ou adopte des comportements techniques. Donc, dans un premier temps, il conviendra donc de confirmer cette hypothèse en reconstruisant le dialogue que Derrida a pu avoir avec ses auteurs afin de comprendre comment sa philosophie s'inscrit dans la pensée de la vie technique que nous souhaitons construire et qu'il s'agira donc à terme de délimiter et de définir. Donc, c'est un travail qui est toujours en cours, mais il a néanmoins déjà fait l'objet d'une communication en ce qui concerne Canguilhem et d'un article dont Arnaud Pelletier parlait en ce qui concerne le roi Gourand. Donc, le dialogue enfin que Derrida noue avec Bergson tout au long de Foi et Savoir, qui est sous-titré Les deux sources de la religion dans les limites de la simple raison, il reste, selon moi, entièrement élucidé et il fera sans doute l'objet d'un livre, car il ne se contente pas d'aborder ces relations entre vie et technique. Son propos est aussi éminemment politique et introduit en plus des questions religieuses en connectant de manière problématique, encore peu comprise et donc peu commentée, la technique, la politique et la religion. Donc j'en arrive à mon axe 2, la vie technique, la construction d'une pensée hétérogène. Donc d'abord, je vais procéder à une tentative d'enquête généalogique de la vie technique. Le projet va commencer par faire cette enquête généalogique. Donc en restaurant ce polylogue, il s'agit donc d'abord et avant tout de construire une pensée de la vie technique en montrant comment elle tente à chaque fois de dépasser la figure de l'homo faber. C'est par ce travail que nous commencerons nos recherches en septembre prochain. Donc, indépendamment des auteurs avec lesquels Derrida entre directement en dialogue, il faudra commencer par identifier ses pensées en suivant un fil généalogique qui nous fait remonter à un auteur tardivement connu en France, mais dont il faut souligner l'importance, même si nous ne n'y attarderons pas, à savoir Hans Karp, dont on a pu dire qu'il est l'inventeur de l'expression philosophie des techniques dans son ouvrage Les principes d'une philosophie de la technique. Donc ça, c'est Gilbert Autois qui affirme ça. Il fut en effet le premier à faire de l'outil une projection organique d'un point de vue psychologique et à le penser comme le produit d'une exsudation métaphorique des organes d'un point de vue physique. Néanmoins, Kapp, en s'inscrivant dans le contexte allemand de la nature-philosophie, donc je renvoie à l'article de Benoît Timmermans qui montre ça, et en manifestant un intérêt renouvelé pour la question aristotélicienne de la main, échoue à dépasser l'idée que seul l'homme peut produire des objets techniques. Donc le renversement du paradigme de l'homo faber et l'émergence d'une vie technique adviendrait donc paradoxalement avec Bergson, qui est pourtant l'inventeur de la notion d'homo faber dans l'évolution créatrice. Dès ce premier texte, puis plus tardivement dans les deux sources de la morale et de la religion, Bergson repense en effet la technique comme une expression ou une déclinaison de la vie. Le paléanthropologue des techniques, le roi Gourand, ne s'y trompe pas quand il rend hommage à Bergson dans Milieu et technique, en citant les deux sources, tout en lui empruntant sa notion d'élan vital pour construire celle de tendance technique. C'est donc très logiquement que Canguilhem, dans Machine et Organisme, associe Bergson et le roi Gourand en rendant compte de leur tentative commune pour renverser la figure d'un homme inventeur des techniques et pour penser ces dernières comme des effets de l'organisation vitale. Dans les termes de Canguilhem, donc je cite Canguilhem, les derniers chapitres de cet ouvrage, à savoir Milieu et technique, constituent l'exemple le plus saisissant à l'heure actuelle d'une tentative de rapprochement systématique et dûment circonstancié entre biologie et technologie. En même temps que Lotka introduit la notion d'exosomatisation, qu'il oppose à celle d'endosomatisation, le roi Gourand pense en effet dans Milieu et technique la création technique sur le modèle, je cite le roi Gourand, d'une abîme poussant hors de sa masse une expansion qui enrobe progressivement l'objet de sa convoitise. Donc il précise sa pensée, le roi Gourand, dans La mémoire et les rythmes, en présentant l'outil humain comme une exsudation des organes, qui correspond à une exsudation de la mémoire, quand l'animal, selon le roi Gourand, ne connaît qu'une endosomatisation. Donc je cite le roi Gourand, chez l'animal, l'outil et le geste se confondent, comme on le voit à travers l'exemple de la pince du crabe. Quant à Bergson, il est, selon Canguilhem, l'un des rares philosophes, je cite Canguilhem, l'un des rares philosophes français, sinon le seul, qui ait considéré l'invention mécanique comme une fonction biologique, un aspect de l'organisation de la matière par la vie. L'évolution créatrice est en quelque sorte un traité d'organologie générale. C'est donc à partir de Bergson que nous essaierons de spécifier la vie technique. Comment la spécifier ?
Donc d'abord, cette vie, elle échappe au dualisme ontologique, elle échappe au réductionnisme matérialiste, elle est partagée par tous les vivants en tant qu'ils détiennent une part de non-vivant, et elle est non substantielle, non auto-affective, et elle est ni inscrite dans une téléologie, ni inscrite dans un déterminisme matériel total. Elle est inventive, en devenir et en relation avec d'autres, comme je l'ai défini un peu plus haut. C'est au moyen de cette appréhension de la vie technique que nous tenterons d'identifier ces penseurs et ces penseuses. Donc, si la restauration du polylogue entre Derrida, Leroi-Gourhan, Canguilhem, Bergson nous y a déjà aidé et continuera à nous y aider, il apparaît nécessaire de rechercher les autres figures philosophiques et non philosophiques de ce courant, en suivant dans un premier temps les filiations bergsoniennes. Donc, on arrive ainsi à un Simondon, qui est une figure importante de cette pensée de la vie technique, expression qu'on retrouve dans le mode d'existence des objets techniques et qu'il reprend à Leroi-Gourhan. Donc, en tirant notre fil philosophique, nous serons conduites à rencontrer la philosophie de Raymond Bruyère, qui reste encore assez méconnue en France, mais qui peut dialoguer avec celle de Simondon. En France et en Belgique peut-être, je ne sais pas, mais je... Et nous nous interrogerons sur son intégration possible à une pensée de la vie technique. Enfin, si Bernard Stiegler reste selon nous un philosophe assez discutable pour diverses raisons, j'ai beaucoup de réticence par rapport à Stiegler. En même temps, il m'intéresse beaucoup, mais voilà, j'exprime de manière un peu maladroite mes réticences et mon intérêt pour Stiegler. Donc, si Stiegler est discutable, nous devrons néanmoins approfondir notre connaissance de cet auteur pour notamment démarquer la pensée de la vie technique de son organologie générale, expression qui reprend à Canguilhem. Donc, ce premier travail d'identification des penseurs ou des penseuses de la vie technique, qui pourra encore être développé, sera accompagné d'une réflexion historique sur le contexte d'émergence de la pensée de la vie technique et d'une réflexion sur sa spécificité par rapport à certaines philosophies dans lesquelles on pourrait être tenté de l'englober. Donc, premièrement, il s'agira d'analyser les modèles philosophiques ou scientifiques grâce auxquels la vie a pu devenir technique. Car même si nous retrouverons sans doute une unité autour des questions du devenir, du relationnel et de l'invention qui constituent la structure de la vie technique, ces caractéristiques changent en fonction de son contexte historique et intellectuel d'émergence. Ainsi, le vitalisme de Bergson prend chez Leroi-Gourhan un sens paléanthropologique, notamment influencé par la théorie de l'évolution de Darwin. Pour Canguilhem, qui reste attaché au vitalisme, la vie est en fait, je cite Canguilhem, la vie est en fait une activité normative. Quant à Raymond Bruyère et Gilbert Simondon, ils furent influencés par la théorie de l'information et la cybernétique, qui pensent le vivant et la machine sur le modèle de la communication. Ainsi, le vivant comme la machine sont des êtres auto-organisés par la transmission d'informations entre les différents organes ou éléments de la machine. Stiegler part enfin de la philosophie derridienne, mais sans la départager de la phénoménologie husserlienne et de l'ontologie heideggerienne, même s'il perçoit bien le rôle décisif de la psychanalyse freudienne dans la déconstruction, que nous avons quant à nous exploité pour connecter la philosophie derridienne à une pensée de la vie technique. Donc le reproche que je ferais à Stiegler, c'est que souvent quand on le lit, on a l'impression que il prend par exemple le terme de différence et il nous explique que la différence se retrouve dans l'ontologie heideggerienne, elle se retrouve dans le programme de Leroi-Gourhan, et on a l'impression qu'en fait, il utilise ce terme comme des synonymes sans analyser les différences. Et c'est une des choses qui me gêne en fait dans la manière dont Stiegler travaille, même si je reste très intéressée par sa pensée, évidemment. Ce n'est pas du tout pour moi une manière de le disqualifier. Donc, deuxièmement, il s'agira de différencier la pensée de la vie technique par rapport à 4 courants philosophiques. Les philosophies de la technique, les philosophies de la nature, les philosophies de la biologie et l'organologie générale de Stiegler. On peut en effet parfois retrouver nos auteurs classés dans 2 de ces 4 courants philosophiques. Pour ne citer qu'un exemple, on a pu ainsi affilier Bergson à la philosophie de la technique comme à celle de la nature. Donc, en ce qui concerne la philosophie de la technique isolée par Gilbert Ottois, celui-ci l'a défini dans Le signe et la technique comme le nécessaire réinvestissement du langage dans la technique, initialement coupé du symbolique. Si une telle définition ne correspond pas à la pensée de la vie technique de Bergson ou de Leroi-Gourhan, elle est encore plus éloignée de celle de Gilbert Simondon, qui reproche justement à la philosophie classique des techniques de les avoir expulsées de l'ordre symbolique.
Si la philosophie de la technique ne se limite sans doute pas à la définition qu'en propose Gilbert Ottois, puisqu'on y place aussi Simondon, on saisit néanmoins qu'elle est susceptible de comprendre en son sein des philosophies qui ne se déprennent pas de la figure de l'homo faber, à la différence de la pensée de la vie technique. Donc les philosophies de la nature, qui sont héritières de Spinoza, récusent déjà le dualisme ontologique comme le réductionnisme-matérialisme au profit d'un monisme naturaliste. Dans la perspective de ces philosophies, la pensée est une production de la nature qui n'est pas pour autant réductible à des processus mécaniques. C'est en ce sens qu'on a pu y classer Bergson, mais aussi Simondon. Pourtant, une lecture attentive de Bergson comme de Simondon fera apparaître qu'à la notion de nature, il préfère celle de vie et de vivant. Ainsi, selon Simondon, le vivant réinvente son milieu en produisant des objets techniques qui, lorsqu'ils sont concrets, c'est-à-dire finalisés, se comportent comme des objets naturels, voire même se naturalisent. Il déplace ainsi la distinction entre le naturel et l'artificiel. Un objet est artificiel lorsqu'il a besoin d'une intervention extérieure pour se perpétuer et naturel dans le cas contraire, ce qui signifie qu'un objet technique peut être un objet naturel. Par ailleurs, en attribuant à l'animal la capacité d'invention technique, Simondon entérine l'idée qu'il n'existe que des êtres vivants en interaction avec un milieu dont ils sont les inventeurs et qui, à ce titre, structurellement technique. Il prend ainsi l'exemple du nid d'oiseau dans l'invention des techniques. Si on peut donc discuter la pertinence de l'intégration de la philosophie de Simondon dans une philosophie de la nature, on discerne surtout que la pensée de la vie technique se situe par-delà nature et culture, pour reprendre le titre du livre de Descola, et qu'elle préfère penser en termes de relation d'un vivant à son milieu, toujours déjà technique. C'est aussi le cas chez Derrida, même si son vocabulaire est tout autre. Donc de ce point de vue, la pensée de la vie technique est bien plus proche de la philosophie de Canguilhem, dont Jean Gaillon a montré pourquoi il était possible de l'intégrer au courant initialement anglo-saxon des philosophies de la biologie. Néanmoins, malgré son lien avec les sciences, qu'il faudra interroger et suivre sur le long terme, la vie technique n'a rien de biologique, au sens strict du terme. Nous pensons plutôt que la pensée de la vie technique arrache les notions biologiques à leur champ initial en usant de manière métaphorique et non analogique dans un autre champ, ce qui ne récuse pas pour autant leur pertinence. C'est aussi à ce titre que la pensée de la vie technique se distingue de l'organologie générale de Stigler, qui prétend, j'ai l'impression, comme l'ensemble de sa philosophie qui croise la biologie, la physique et les mathématiques, qui prétend à une validité scientifique. La pensée de la vie technique ne prétend pas à cette validité scientifique, mais elle, par contre, elle prétend avoir une pertinence et une efficacité, peut-être dans un sens plus austinien du performatif. Enfin, contrairement à l'organologie générale de Stigler, qui se focalise sur les organes des vivants et non seulement sur l'organisation vitale, la pensée de la vie technique permet de prendre en compte le milieu toujours déjà technique des vivants. Nous pensons en effet que le devenir relationnel qui produit des objets techniques ou des comportements techniques n'est pas séparable d'une vie qui utilise des éléments inorganiques pour les transformer en constituant ainsi un milieu technique. Et c'est en ce sens que je demandais à Quentin si on pouvait parler d'un comportement technique des plantes. Voilà, mais on pourra en rediscuter, mais en tout cas, c'est une question qui m'intéresse. Donc pour conclure, il faut premièrement préciser que cet effort de spécification de la pensée de la vie technique doit surtout nous aider à construire un outil intellectuel permettant d'appréhender, selon un tour spécifique, les auteurs et les autrices qui pensent un lien de continuité entre vie et technique. En d'autres termes, il ne s'agit pas de forcer l'intégration de ces derniers ou de ces dernières dans la pensée de la vie technique, mais plutôt de comprendre en quel sens ils ou elles peuvent nous aider à contribuer à son développement. Il faut deuxièmement rappeler que la pensée de la vie technique n'est pas essentiellement philosophique. Elle peut non seulement rencontrer la paléanthropologie et la biologie, mais aussi possiblement l'anthropologie des techniques et l'anthropologie de la vie. Il sera en tout cas bienvenu de discuter avec les anthropologues qui s'inscrivent dans des courants à travers ce prisme. Cette impossibilité d'une classification dans un champ disciplinaire va de pair avec son errance géographique. Donc, bien que née en Occident, en interrogeant certains de ses fondements, elle se trouve à même de rencontrer d'autres pensées non occidentales pour lesquelles il n'est rien comme une rupture entre la nature et la culture ou entre le vivant et le non-vivant. Ce qui m'amène à mon deuxième point, repenser les usages politiques et sociaux des techniques et des nouvelles technologies à l'aune de ce renversement et cette notion de biotechnopolitique. Donc, axe 3, des corps techniques et des artefacts vivants.
Donc, dans un premier temps, je voudrais essayer de comprendre comment la vie technique peut se traduire dans les corps. Donc, en référence à l'étymologie du terme de traduction, du latin trans qui signifie à travers et ducere qui signifie conduire, nous appréhendons la vie technique comme une métaphore. Traditionnellement, depuis le corps-machine de Descartes, la vie, même biologique, est pensée par analogie. Ainsi, pour Descartes, le corps est comme une machine, quand la vie est, selon Jacob, dans la logique du vivant, comme un programme ou comme un texte. Dans le prolongement de ma communication sur le séminaire La vie, la mort de Derrida, dans lequel il déconstruit la différence entre analogie et métaphore, nous comprenons cet usage de l'analogie comme l'incapacité pour le discours de saisir la vie comme telle. En d'autres termes, nous n'avons jamais affaire qu'à des traductions de la vie, comme le reconnaît difficilement Canguilhem qui, tout en affirmant la nécessité de l'analogie pour penser la vie, maintient la différence entre l'analogie, conceptuelle et scientifique, capable de dire quelque chose du réel de la vie, et la métaphore, rhétorique et imaginative ou imaginaire, qui y échoue. Cela ne revient pas à récuser le travail des biologistes et sa capacité à saisir une part de ce réel, mais bien plutôt à diversifier les sens de la vie en réinterrogeant chacune de ces métaphores. Nous aurons l'occasion d'approfondir cette réflexion dans le cadre d'un séminaire, du séminaire ACLA, pour lequel j'ai proposé une communication intitulée Life and Death as Metaphors. Et je souhaite poser les premiers jalons de cette réflexion en sortant du trilogue Derrida, Canguilhem, Jacob, développé dans le séminaire La vie, la mort, pour nous confronter à des textes de biologistes comme par exemple celui d'Evelyn Fox Keller, Expliquer la vie, modèle, métaphore et machine en biologie du développement, ou encore celui de Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo, qui aborde la question du rôle de la métaphore pour penser la vie dans Ni Dieu ni gène. Donc la vie technique est donc une traduction métaphorique. C'est à ce titre que la définition structurelle de la vie technique et l'exploration de ses spécificités à travers certains auteurs doivent nous permettre de reconnaître la diversité de ces traductions. De ce point de vue, le colloque que je prépare avec Hector Castano, intitulé Diversité des vies techniques et non pas diversité des techniques, permettra d'interroger les traductions métaphoriques de cette vie technique dans différentes cultures, et notamment dans la culture chinoise, parce que Hector Castano travaille à Taïwan. Donc, dans le prolongement des travaux de Yu Kui, qui a introduit la notion de cosmotechnique, je souhaite montrer que la vie technique, enfin nous souhaitons, puisque je travaille avec Hector, montrer que la vie technique est toujours plurielle. Donc la définition de la vie technique permet en effet de penser le vivant comme un être éminemment social. La réinvention symbolique et perpétuelle du corps ne se sépare pas de l'invention et de la production d'objets techniques. On pourrait même supposer que la première conditionne la seconde. Donc, à la lumière de cette réflexion sur la pluralité des traductions de la vie technique, il s'agira donc de relire à la lumière de la pensée de la vie technique le corps comme un nœud entre l'instinctif, l'inventif et le social, en suivant Sly Spinaza, dont on a pu dire qu'il en fut le premier penseur dans les origines de la technologie. Je crois que je suis très en retard. Il me reste beaucoup de textes, donc peut-être je pourrais faire une petite synthèse, non? J'ai perdu tout le monde. Non, non, mais c'est comme vous voulez, Elise. Vous pouvez encore avoir au moins 25 minutes. D'accord. Ça va? Ça va. Donc je continue. Dans la continuité des Spénas, il sera aussi nécessaire de relire à nouveau frais la conférence de Mauss, Les techniques du corps, qui entrevoit la nécessité de ne plus attribuer à l'instrument seulement un caractère technique. Donc Mauss fait du corps le premier et le plus naturel objet et moyen technique de l'homme. Donc certains actes corporels sont en fait techniques parce qu'ils sont, selon Mauss, non naturels mais traditionnels et donc spécifiquement humains. Ces actes ne se différencient pas de l'acte traditionnel efficace de la religion, de l'acte traditionnel efficace, symbolique, juridique, des actes de la vie en commun, des actes moraux, que par un seul trait, le fait que l'ensemble de ces actes techniques, identifiés par Mauss à un habitus, contracté suite à un dressage, est, je cite Mauss, senti par l'auteur comme un acte d'ordre mécanique, physique ou physico-chimique, et qu'il est poursuivi dans ce but. Donc, outre qu'il faudra interroger la reprise de la notion d'habitus par Bourdieu et de dressage par Foucault dans Surveiller et punir, nous voudrions aussi questionner leurs liens et leurs différences avec la pénombre psychique de Leroy-Gourhan dans La mémoire et les rythmes, au sein de laquelle se réalisent les actes machinaux comme les rituels de la taluette par exemple, qui peuvent toujours être saisis par la conscience à la différence des actes compulsionnels ou instinctifs.
C'est donc en raison de leur caractère social que le roi Gourand distingue ces types d'actes des actes instinctifs ou inconscients qui relèvent en termes freudiens de la compulsion de répétition. Cette compulsion inséparable du sentiment d'étrangeté, donc je fais référence à l'inquiétante étrangeté, résulte de la confusion entre l'animé et l'inanimé et elle nous pousse à répéter indéfiniment le même geste, tout se passant comme si nous étions une machine. De notre point de vue, une telle compulsion, qui prend en charge la dimension mécanique de la vie, n'est pas séparable de sa dimension traditionnelle, rituelle, symbolique et inventrice. C'est à ce titre que nous voudrions réfléchir ces différentes notions, l'habitus, le dressage, la pénombre psychique et la compulsion de répétition ensemble, et en lien avec la normativité vitale ou sociale de Canguilhem, la survie de Derrida et les techniques de soi de Foucault, qui résistent aux techniques de domination, ou encore avec la transduction de Simondon, qui désigne le mode d'existence du vivant, qu'il soit humain ou non, toujours en devenir et en relation avec une altérité. Donc ce travail nous permettra enfin d'interroger les techniques des vivants autres qu'humains, c'est-à-dire leur vie symbolique et culturelle. On précisera enfin que Derrida et Foucault n'ont encore jamais été mis en relation à travers cette articulation entre vie, politique et technique, tout du moins à ma connaissance, même si leur dispute commence dès Cogito et Histoire de la folie. Donc une telle étude nous semble non seulement fondamentale dans le cadre de ce projet, mais aussi décisive quant à la notion de biotechnopolitique que nous souhaitons introduire. Le milieu naturel des artefacts de vivants, le deuxième point de mon troisième acte. Donc, dans le cadre d'une pensée de la vie technique, nous supposons que les artefacts, en tant qu'ils sont des prolongements de cette vie, préservent un trait de sa part vivante comme de sa part non vivante, puisque la vie technique allie l'animé et l'inanimé. Donc, par artefact, nous entendons l'ensemble des objets techniques exosomatiques, comme les outils, compris comme le résultat de l'exsudation des organes, les instruments techniques qui prolongent la perception, comme le microscope par exemple, les automates, les machines ou les robots pensables comme des projections de la force musculaire du corps, ou encore les nouvelles technologies et tous les objets qui en sont issus, dont l'intelligence artificielle, qui constitue peut-être l'aboutissement de la libération de la mémoire, de l'extériorisation du cerveau, dont parle le roi Gourand dans La mémoire et les rythmes. Ainsi, si nous souhaitons penser les différentes manières de rendre vie aux artefacts traditionnellement enfermés dans la catégorie des non-vivants, il ne s'agira pas pour autant de confondre ce geste avec un geste à caractère animiste en attribuant une vie propre et indépendante aux objets. Il ne s'agira pas non plus de supposer que les artefacts sont des vivants comme les autres, comme nous nous en sommes déjà expliqués. Il s'agira de comprendre de quelle manière la vie peut se traduire dans les artefacts avant d'en analyser les conséquences sociales et politiques. D'un point de vue philosophique, Canguilhem, dans Machine et organisme, fut sans doute le premier à percevoir, dans l'organisation même du vivant, sa capacité à produire du non-vivant, et il conçoit ainsi la possibilité d'une organisation de l'inorganique. La philosophie de Simondon, qui est influencée par Canguilhem, et la cybernétique, constitue sur ce point une voie d'entrée particulièrement féconde, même si elle semble maintenir une distinction ferme entre les êtres techniques et les êtres vivants, en reprenant l'un des critères des biologistes de son époque, à savoir la reproduction. Pourtant, après avoir fait de la genèse et de l'évolution des objets techniques l'objet de réflexion de la première partie du mode d'existence des objets techniques, il affirme que l'objet qui sort de l'invention technique emporte avec lui quelque chose de l'être qu'il a produit, exprime de cet être ce qui est le moins attaché à un hic et nunc. On pourrait dire qu'il y a de la nature humaine dans l'être technique, au sens où le mot de nature pourrait être employé pour désigner ce qui reste d'originel, d'antérieur même à l'humanité constituée en l'homme. L'homme invente en mettant en œuvre son propre support naturel, cet apeiron qui reste attaché à chaque être individuel. Simondon propose donc clairement de reconnecter les êtres vivants et les êtres techniques par la médiation de l'invention. Il conviendra d'approfondir cet aspect en mettant notamment en connexion Simondon et Derrida, qui a pensé la possibilité d'une machine inventive, expression leibnizienne ai-je appris, quand Simondon est resté prudent ou ambigu sur ce point. D'un point de vue anthropologique, cette question a déjà fait l'objet d'un travail important et la bibliographie est conséquente. Donc il ne s'agira pas d'étudier tous les textes qui traitent de cette question, mais plutôt de cibler les anthropologues qui, à la suite de Leroy-Gourand et parfois de Simondon, ont spécifiquement analysé les processus par lesquels la vie produisait des artefacts, ou, pour reprendre l'intitulé du colloque organisé par Péric Pitrou, Ludovic Coupaille et Laura Rival, je cite le titre du colloque, l'imbrication des processus vitaux et des processus techniques. Donc, par cette réflexion, nous comprendrons mieux comment le vivant invente son milieu technique au moyen d'artefacts
qui emportent avec eux quelque chose du corps qui les a produits. Mais nous aurons surtout une idée plus claire et plus précise de ce qu'il reste de vivant dans un artefact, même si nous pouvons d'ores et déjà poser un premier jalon de cette piste de réflexion. En tant qu'il fait partie intégrante du milieu toujours déjà technique des vivants, il en est un acteur. En tant qu'il en est un prolongement du vivant, il contient en lui des notions vitales que l'on pourra traduire en termes biologiques, préservation de soi, extension de soi, élimination du non-soi selon un principe d'immunité, ou en termes d'affect. Quel désir l'artefact porte-t-il avec lui? Autrement dit, nous pourrons commencer à penser les événements sociaux et politiques en termes de biotechnopolitique, en supposant que des artefacts vivants produisent des événements sociaux comme des événements politiques. Si une telle réflexion peut encore sembler difficile à l'époque de Simondon, qui hésite justement à franchir le pas, ce qu'on a appelé la révolution numérique ou la révolution digitale révèle toute la pertinence et l'actualité de ces problématiques en fait déjà anciennes. Donc j'en arrive à mon dernier point. Par-delà le biopouvoir et la biopolitique, l'introduction de la notion de biotechnopolitique. Donc, dans un premier temps, je voulais étudier la question de savoir si les révolutions techniques ou technologiques étaient vraiment des révolutions. C'est une hypothèse. Les révolutions techniques ainsi que la révolution numérique ou digitale ne seraient pas à proprement parler des révolutions. Nous supposons en effet que le développement des techniques à partir de la fin du XVIIe siècle, qui devient massif au XIXe siècle, ainsi que celui des nouvelles technologies à partir des années 70-80, s'inscrivent en fait dans un long processus d'évolution des techniques qui est inséparable d'une évolution sociale et politique. Donc, si la révolution, indépendamment de son sens de rotation autour d'un acte, peut être définie comme un changement brusque qui modifie structurellement les modèles scientifiques ou les rapports sociaux et politiques, du point de vue d'une pensée de la vie technique, un tel changement reste douteux, même si les inventions techniques ou technologiques peuvent produire ou accompagner des changements scientifiques ou sociopolitiques importants. De notre point de vue, la révolution industrielle, qui est aussi une révolution technique, correspondrait en fait à l'extension massive de la projection mentale du corps et à l'extériorisation de sa force musculaire. Quant aux nouvelles technologies, donc on retrouve le logos, qui mettent en relation les êtres vivants et les artefacts sur un mode numérique et discursif, elle serait le résultat de l'extériorisation de la mémoire et du cerveau, qui est en fait à l'œuvre depuis l'apparition des différents moyens de communication confondus chez l'humain avec la parole et l'écriture. Ainsi, c'est en fait dans l'œil du dualisme ontologique que ces changements sont perçus comme révolutionnaires. L'homo faber produit des techniques qui finissent par le dépasser et modifier sa nature. Or, répondront les tenants du réductionnisme matérialiste, si un tel déplacement est possible, c'est en fait parce que les techniques nous ont permis de pénétrer de plus en plus profondément les mécanismes de la vie et de les reproduire de manière encore plus performante, puisqu'ils sont enfin débarrassés de toutes les imperfections que traîne encore la vie incarnée dans un corps, comme la mort et la maladie. Dans une telle perspective, ces changements accompliraient donc la vieille idée selon laquelle la vie est de part en part mécanique et entièrement compréhensible par la biologie, définie comme une science prédictive. Autrement dit, si ces changements ne sont pas révolutionnaires, c'est parce qu'aucune révolution, qui suppose la possibilité d'une invention, voire d'une création, n'est possible. La réponse à ce danger consiste alors encore une fois à reconduire la tout aussi vieille distinction ontologique entre le vivant, et plus spécifiquement le vivant humain, et la machine, en affirmant que la machine imite le vivant, mais qu'elle ne pourra jamais l'égaler. Mais la problématique d'une vie technique est tout autre. Si les techniques issues de la révolution industrielle ou les nouvelles technologies ne peuvent être dites révolutionnaires, c'est parce qu'elles s'inscrivent dans une dynamique inventive, constitutive de la vie, et qu'elles existent en fait depuis l'invention du premier outil exosomatique et de la communication orale et écrite. Cela étant, si nous pouvons affirmer que les révolutions techniques ou technologiques n'ont pas eu lieu, nous ne pouvons pas affirmer que les techniques et aujourd'hui les nouvelles technologies n'ont pas profondément modifié nos sociétés et nos modes de vie. On le sait depuis Foucault, la modernisation de la société à la fin du XVIIe siècle, qui voit naître l'idée d'un progrès technique inséparable d'un progrès de la médecine, comme en témoigne le discours de la méthode de Descartes, s'accompagne de profonds changements politiques qui se manifestent notamment par un contrôle de plus en plus accru de la vie par les technologies du pouvoir. En thématisant les notions de biopolitique et de biopouvoir, Foucault a ainsi initié une réflexion, toujours en cours aujourd'hui, et qu'il s'agira de poursuivre à travers le prisme d'une vie technique qui nous impose de penser une biotechnopolitique. Donc pourquoi une biotechnopolitique? Et je terminerai là-dessus. Alors que nous disposons déjà des notions de biopouvoir et de biopolitique.
Qu'apporte cette notion en plus, ou autrement, à une époque où l'on constate d'une part la prolifération du préfixe bio dans tous les discours, et d'autre part un usage trop abondant des notions foucaldiennes. Donc, dans un premier temps, il conviendra de définir la biotechnopolitique en la distinguant de la biopolitique et du biopouvoir pour en montrer toute la différence et toute la pertinence. Une double hypothèse sera explorée. Premièrement, il nous semble que le biopouvoir, comme la biopolitique, présuppose que le pouvoir et la politique, qui sont gouvernés par des vivants, utilisent des techniques ou des technologies conçues comme non vivantes dans le but de normaliser le sujet. Et à l'inverse, la biotechnopolitique soupçonne les artefacts d'être pour une part vivants et propose d'en analyser toutes les conséquences sociales et politiques. Deuxièmement, la biotechnopolitique suppose que le milieu des vivants est toujours déjà technique et non naturel au sens où il pourrait être fantasmatiquement intact, pur ou encore vierge de toute forme de technique. Par là, nous voulons dire que tout vivant, pour survivre, utilise des éléments inorganiques qu'il transforme et réinvente, ce qui constitue la base de la vie technique. En d'autres termes, la notion de biotechnopolitique ne s'intéresse pas spécifiquement aux sociétés des sujets, et tente plutôt de penser en termes de milieu au sein duquel entrent en relation des vivants comme des non-vivants. La biotechnopolitique se tourne ainsi du côté de l'écologie, en nous invitant à repenser de fond en comble nos espaces vitaux, au sein desquels elle nous réimmerge. Or, il nous semble que les notions de biopouvoir et de biopolitique préservent une position de surplomb propre aux techniques de pouvoir. C'est en effet de la place du sujet dominant que se gèrent ces espaces, tandis que les techniques de soi devraient y résister. Donc en fait, la biotechnopolitique, elle n'a pas cette position de vouloir contrôler. Elle pense plutôt comment est-ce que la vie produit des techniques qui ont des effets politiques. Et du coup, en admettant qu'un animal, par exemple, puisse produire son milieu technique, eh bien, une biotechnopolitique va prendre en compte le milieu de l'animal et essayer de faire en sorte de ne pas le supprimer. Donc, on n'est pas dans une perspective de la biopolitique ou voilà. Enfin, c'est bon. Donc, pour affermir notre première hypothèse, nous en revenons tout d'abord à Derrida. C'est en effet dans Foi et savoir où Derrida convoque entre autres Bergson qu'une telle biotechnopolitique nous semble être pour la première fois à l'œuvre. Derrida utilise en fait tout en les déplaçant les notions de la biologie, notamment celle d'auto-immunité, pour penser les problématiques posées par les artefacts en général, mais plus encore par les artefacts produits par les nouvelles technologies comme les médias, que Derrida ne distingue structurellement pas des objets religieux. Pourquoi la vie est-elle nécessairement technique, politique et la source des trois monothéismes selon Derrida? Bon, peut-être que je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est un petit développement sur Derrida qui me semble pas essentiel en fait. Et je vois que mon temps est plus ou moins fini. Non, non, peut-être pas encore. Mais en gros, chez Derrida, je pense qu'on trouve dans Foi et savoir cette notion de biotechnopolitique, puisqu'il va tenter de penser les nouvelles technologies en termes d'immunité, d'auto-immunité. Et il va montrer comment est-ce que le vivant, finalement, en produisant des techniques, se prolonge dans ces techniques. Et comment est-ce que ces techniques l'utilisation politique de ces techniques ont tout le temps à voir avec des questions qui sont vitales. Et il s'appuie notamment sur le concept d'auto-immunité qui est développé par Aymeisen. Donc, la biotechnopolitique doit nous permettre d'interpréter les fonctions des artefacts, ou plus exactement leur mode d'existence dans les termes de Simondon, au regard des comportements du vivant, et non au regard de l'humain ou de ce que l'homme fait de ces techniques. Il ne s'agira donc plus seulement d'interpréter les usages politiques de ces artefacts, mais de comprendre comment leur genèse et leur mode d'existence sont toujours déjà politiques. Pour affirmer notre seconde hypothèse, nous nous tournerons vers les problématiques écologiques que nous tâcherons de penser à la lumière de la biotechnopolitique. Ce qu'il apparaît enfin, c'est la notion de biotechnopolitique, c'est d'abord et avant tout un outil heuristique et herméneutique qui doit nous permettre de relire le politique à travers les techniques pour les reconnecter aux vivants humains, aux vivants non humains ainsi qu'aux non vivants. Elle est donc aussi un outil critique dont la visée est éminemment éthique, puisqu'à travers elle, nous pourrons évaluer l'usage des techniques et des technologies à l'aune de leur genèse, c'est-à-dire à l'aune d'une vie technique dont nous n'oublierons pas qu'elle est non seulement dangereuse et fragile en raison de sa tendance autodestructrice, mais qu'elle est aussi inventive et structurellement relationnelle. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je serais bien heureuse d'y répondre. J'espère que j'avais clair et pas trop rapide.
Merci, merci beaucoup Élise pour cette présentation très riche qui a abordé beaucoup d'aspects, beaucoup d'auteurs. Et effectivement, je vais laisser la parole maintenant à ceux qui veulent poser des questions.